Bienvenue dans la matinale de l'entrepreneur. Payer sans carte de paiement, ça rentre progressivement dans la norme avec la multitude d'alternatives. C'est aussi un marché florissant. La période de crise que nous traversons en est la preuve. Les achats en ligne ont explosé, notamment pendant le confinement. Face à la rigidité du système bancaire traditionnel, les fintechs se multiplient. Alors une question se pose. Les startups, les fintechs, les innovations vont-elles devenir le paiement moteur de la reprise économique? On va tenter d'y répondre avec Christophe Bourbier, PDG de Limonetic, plateforme de solutions de paiement en ligne, et Didier Vallée, ancien dirigeant de la Société Générale, président de Xand Conseil et spécialiste des fintech, innovation et investissement. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Christophe Bourbier, je me tourne d'abord vers vous. Limonetic se place aujourd'hui comme un acteur majeur du paiement en ligne en aidant les e-commerce, les marketplaces à gérer leurs activités avec des solutions adaptées. Pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans ce marché ? Alors, pour une raison déjà simple, je ne reviens pas sur l'explosion du e-commerce. On sait, le e-commerce, ça fait des années que ça a révolutionné nos façons d'acheter, nos façons de commander un taxi, nos façons de commander un repas, d'acheter la télévision sur Internet. Ça n'existait pas il y a 15 ans, maintenant on est tous passés par là. Nous, notre angle particulier sur le e-commerce, donc qui est une révolution, c'est qu'on s'est rendu compte assez rapidement que la carte bancaire qu'on utilise beaucoup en France n'était pas le seul et unique moyen de paiement que les gens utilisent pour payer sur Internet dans le monde entier. En fait, il y a une stat qui dit que 75% des achats sur Internet et sur mobile se font avec des moyens de paiement qui ne sont pas du Visa Mastercard et qui se font avec ce qu'on appelle, vous l'avez un peu cité, des moyens de paiement alternatifs. Donc ce sont des wallets comme PayPal ou comme Alipay. Dématérialisés. Dématérialisés, voilà. Avec des QR codes. On paye plutôt avec son mobile plutôt qu'avec sa carte, ou avec des solutions adaptées au Internet où on n'a pas tous ces chiffres à taper, vous savez, de sa carte et un SMS à recevoir derrière. Donc nous, c'était notre angle de dire tiens, ça va exploser, et donc il va y avoir de plus en plus de moyens de paiement dits alternatifs dans le monde à offrir aux marchands et puis à être utilisés par les utilisateurs. Et donc on s'est spécialisé là-dessus. On aide, nous, les marchands, à pouvoir se connecter et à accepter tous ces moyens de paiement qui se développent dans le monde entier. Voilà. Quel a été l'impact de la crise sanitaire sur votre entreprise ? Alors, c'est marrant, j'en parle beaucoup avec des confrères du digital. Pour beaucoup, on a senti, pour ceux aussi qui travaillent un peu comme nous dans le voyage et dans l'aérien, une baisse des volumes qui ont commencé en janvier jusqu'à mars. Et au moment où le confinement a été déclaré, le 18, très exactement, tous les autres marchands, que ce soit de la livraison, que ce soit du digital, du retail traditionnel, des habits, tout ça a surcompensé. Et donc on a au final, bizarrement, des chiffres qui sont excellents. Parce que les gens ont beaucoup acheté sur Internet, sauf donc la partie voyage et déplacement. Alors Didier Vallée, vous qui connaissez bien ce secteur, quel est votre regard sur la situation actuelle et l'avenir des moyens de paiement classiques ? Je pense que les moyens de paiement classiques, comme vous le disiez en France, la carte bancaire reste dominante. Pour autant, ça commence à s'éroder parce que ce que l'on voit, c'est que ce qu'il faut, c'est que le paiement soit le plus indolore et le plus fluide possible. Et la carte, elle a souvent été utilisée comme étant une façon à la fois de sécuriser, de l'instantanéité, mais elle est un peu compliquée aussi à être utilisée au quotidien. Donc ça, c'est le premier élément. Je pense que la carte, graduellement, elle va se retrouver encapsulé dans d'autres moyens de paiement, et on le voit notamment avec les wallets, les Apple Pay & Co qui commencent à émerger. Et puis deuxième élément, je pense que quand on regarde aussi une des conséquences de la crise, si vous prenez par exemple le secteur du luxe, en général les Chinois venaient dans les Galeries Lafayette pour acheter un certain nombre de produits, ils payaient avec leur système de paiement, mais ce n'était pas de l'e-commerce. Ce qui va se passer demain, c'est qu'on le voit déjà, c'est que le luxe commence à se dire la vente à distance par Internet doit se développer, et donc à ce moment-là, si vous êtes sur le site de LVMH ou de Chanel, il faudra que vous ayez une capacité à accepter tous les moyens de paiement qui existent dans le monde entier. Et à ce moment-là, comme le disait Christophe, les solutions Limonetic sont une façon, je dirais, d'être multiprises et de ne pas, entre guillemets, avoir besoin d'un adaptateur. On parlait des paiements mobiles avec Apple Pay, etc. Ils ont quand même du mal à s'imposer en France actuellement. Le problème pour eux, c'est aussi une question de partage de valeur. En fait, ce qui se passe, c'est que la carte bancaire, et le GIE carte bancaire, avait fait quelque chose qui était standardisé, homogène et relativement peu cher. Et donc la commission prélevée par Apple Pay ou d'autres wallets est relativement onéreuse, et en plus le partage de valeur ensuite quand la banque accepte de l'utiliser est relativement en faveur d'Apple. Donc je pense que ceci est un facteur un petit peu limitant, et dans le même temps, alors que le wallet dans le téléphone aurait pu être, par exemple dans la crise Covid où on a fait attention à tous les contacts, une solution, je dirais, de contournement, la carte sans contact a aussi connu une explosion, ce qui a permis aussi d'éviter parfois de passer par le téléphone. Alors ce sujet, il peut nous amener à l'essor des néobanques. On rappelle
rappelle pour ceux qui l'ignorent, une néobanque, c'est un établissement financier 100% en ligne qui n'est pas rattaché directement à une banque traditionnelle. Elle n'offre pas les mêmes produits que les banques en ligne comme les crédits ou les découverts. Pourtant, on a appris en début de semaine que Margo Bank, renommée maintenant Memo Bank, a été autorisée à faire du crédit aux PME, une première en France. Est-ce que les banques traditionnelles ont à craindre de ce genre d'événement ? Je pense qu'elles ont, je ne sais pas si c'est à craindre, en tout cas elles ont à considérer ce type d'événement comme une façon aussi de les titiller, de les forcer à se réinventer. Oui. On a vu déjà d'ailleurs avec des entreprises qui étaient plus d'établissements de paiement comme Conto, Manager One ou d'autres, qu'il y avait un besoin du côté de la TPE, de la PME pour un service bancaire de plus grande fluidité une nouvelle fois, de plus grande simplicité d'utilisation. Et moi je suis convaincu que dans les PME aujourd'hui, c'est vrai que la prise de risque est un élément important, donc Memo Bank devra être attentif à sa prise de risque. Il y a une vraie expertise dans le secteur bancaire. Pour autant, la façon dont l'offre bancaire est portée par des chargés de clientèle et dont l'offre bancaire ensuite est assez aussi segmentée rend parfois la situation assez compliquée pour les PME. Et on voit d'ailleurs un certain nombre de banques, Crédit du Nord avait annoncé en fin d'année dernière aussi un projet d'une sorte de néobanque PME. On voit qu'ils ont besoin de réinventer un peu l'expérience utilisateur de telle sorte à avoir quelque chose de beaucoup plus fluide et adapté en fait aux situations actuelles. Je veux dire, un manager de PME, ce qu'il veut, c'est que l'utilisation de ses services bancaires soit aussi simple que son logiciel de gestion d'entreprise. Et je pense que tout ce que l'on fait pour simplifier l'intégration aussi de tout ce qui touche aux services aux banques de quotidien dans la vie de l'entreprise aura forcément un avenir radieux. Et du coup, on voit que les startups et les fintech apportent des ressources toujours plus innovantes et adaptées à l'ère digitale dans laquelle on vit. Est-ce que ça signifie pour autant qu'elles auront un rôle majeur dans la reprise économique ? Pour moi, c'est une évidence. Je suis peut-être un peu jugé parti en disant ça, mais c'est une évidence. Elles étaient là avant. Les fintechs, c'est elles qui apportent beaucoup d'innovation, qui aident, qui complémentent finalement aussi les gros acteurs majeurs qui sont là, et sans lesquels, au passage, les fintechs ne pourraient rien faire sans les banques. Il ne faut pas l'oublier, parce que des fois on dit les banques vont disparaître, les fintechs vont tout manger. Mais attention, les fintechs existent parce que les banques leur permettent aussi, et puis l'Europe leur permet d'exister. Donc ce qui est sûr, c'est que l'innovation a été portée, on en fait partie, par les fintechs avant. Et puis elles seront bien là, évidemment, aussi après. Pour moi, c'est une évidence. C'est une évidence. Voilà, donc il faudra que les banques et les fintechs puissent continuer à correctement collaborer, parce qu'une fois de plus, je pense qu'elles sont interdépendantes les unes des autres. Donc concrètement, le domaine bancaire, il est en pleine mutation actuellement. Qu'est-ce que ça dit des futurs enjeux dans ce secteur ? Pour les banques, c'est peut-être un peu ce que disait Didier, c'est que finalement, pourquoi on va avoir une banque ? On va avoir une banque parce qu'on sait que son argent va être sécurisé. C'est un peu le mal du Lucky Luke, on va dans la banque, on met son argent, on espère que ça ne va pas être volé. Mais surtout, on va dans la banque parce qu'on va avoir une carte adaptée, on va avoir un prêt. Si on est une société, on va avoir des solutions de factoring, de crédit. Si on est sur Internet, on va avoir des solutions de paiement et autres. Et toutes ces parties-là, ce sont les parties à valeur ajoutée. On ne va pas avoir une banque parce qu'on sait qu'on va retrouver son argent demain. Toutes les banques font ça, c'est une évidence. En revanche, les banques se différencient par tous ces petits services à valeur ajoutée qui font la différence, qui sont là aussi les services sur lesquels elles margent. Elles ont elles-mêmes aussi leur marge. Et il faudra juste qu'il y ait un bon équilibre parce que les fintechs ont tendance, elles, à grignoter ou à innover sur ces services-là à valeur ajoutée et les faire des fois un peu mieux, un peu plus rapidement, un peu plus simplement que les banques ne savent le faire aujourd'hui. Donc ces banques, elles ont intérêt soit à faire aussi bien que ces fintechs, soit à intégrer, collaborer correctement avec les fintechs qui sont agiles sur ces sujets de valeur ajoutée. Du coup, actuellement, est-ce que les banques traditionnelles, elles sont en friction avec les fintechs ou est-ce que ça va s'améliorer ? On est plutôt maintenant dans une sorte de coopétition, comme on dit. Enfin, c'est de la compétition et de la collaboration. On a vu en effet un certain nombre soit d'acquisition, soit d'intégration de services de fintech par des banques traditionnelles. Et après, je pense néanmoins, elles sont quand même en compétition parce que ce qu'elles voient aussi, et pour rebondir sur ce que disait Christophe, c'est qu'en fait, les fintechs attaquent les banques sur tout ce qui n'est pas, on va dire, régulé ou intensif en capital, à l'exception de Memo Bank qui veut faire du prêt. Et donc en fait, elles les attaquent sur des choses qui sont du service, plutôt générateur de commissions, plutôt très rentable traditionnellement pour les banques. Et c'est là en fait où elles apportent en plus une expérience utilisateur complètement différente et beaucoup plus intuitive que ce que font les banques traditionnelles. Donc les banques, elles ont cette double pression de garder la marge, d'essayer de garder la marge, tout en devant en fait se réinventer et en ayant en plus un legacy informatique qui est quand même beaucoup plus lourd. Donc je pense que c'est là aussi où des solutions de collaboration, dans certains
certains cas, seront très utiles pour que les banques accélèrent leur transformation digitale. Et je pense que tout ce qu'on a pu voir dans cette crise du Covid où le full remote était nécessaire, je pense que c'est un accélérateur de coopération, éventuellement d'acquisition de fintech par des banques traditionnelles pour aller beaucoup plus vite dans la transformation digitale. Dernière question, Christophe, quels sont vos prochains objectifs chez Limonetic ? Alors, nos prochains objectifs, nous, c'est d'accélérer. C'est d'accélérer parce qu'on a une bonne, avec ces moyens de paiement internationaux dont je parlais, là, les 300 moyens de paiement internationaux qu'on offre aux sites marchands, mais aussi aux banques, puisque nous, on collabore beaucoup aussi avec les banques qui veulent offrir à leurs marchands, à leurs clients, retailers, tous ces moyens de paiement internationaux qu'on propose. On a une belle croissance, plus 60% en moyenne depuis pratiquement 3 ans, des beaux volumes de transactions, et donc on souhaite, nous, se développer à l'extérieur de l'Europe. On a déjà pas mal de clients en France et autour de la France, Allemagne, aux États-Unis, en Espagne, aux Pays-Bas et autres. Et on souhaite, nous, accélérer à l'extérieur de l'Europe, et on souhaite donc lever de l'argent pour pouvoir accélérer à l'extérieur de l'Europe. En tout cas, la question des banques et des fintechs, ce sera toujours un sujet qu'on évoquera dans cette émission. Merci beaucoup Christophe Bourbier et Didier Vallée d'avoir été avec nous. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À très vite sur TV Finance.